Gargouille, tu restes là. Tu restes là, Gargouille. Oh putain, la montre qu'il y a, c'est pas... Ah ouais, ça fait longtemps que vous êtes là. Oh putain, à quelle heure ça va ouvrir? Marie-Laure, j'ai un rendez-vous moi à 17h30. Ça ouvre quand la méthadone là? Ouais, d'accord, bon. Oh, putain. C'est toujours pareil. Marie-Laure, tu peux pas les appeler là qu'ils ouvrent un peu plus tôt parce que moi j'ai un rendez-vous, c'est pour du boulot, hein. Ouais. Bon. De notre gueule, j'en ai pas le cul, moi. C'est toujours pareil. Ils nous disent qu'on doit trouver du taf et ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de nous, de toute façon. Ouais, bon, Marie-Laure, c'est bon, hein. Tu les appelles, là. Oh, Mathieu, c'est bon. On se calme, d'accord? Tu sais bien que les infirmiers, ils ouvrent tous les mardis à 17h, hein, parce qu'il y a la réunion avant. Donc, s'il te plaît, tu ne prends pas de rendez-vous assez tôt, après 17h. D'accord? Merci. Voilà, c'est ce que je fais moi le mardi. Parce que je suis intervenante en toxicomanie. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le petit monde de la lutte contre la toxicomanie, enfin une partie ce soir. Et puis ce qu'on fait là les uns les autres. Alors d'abord, dans le monde de la toxicomanie, il y a la drogue. La drogue, c'est énorme. C'est ce qu'on voit en premier. Puis d'ailleurs, ça cache tout. Donc en général, on ne voit que ça. Alors moi, j'en parlerai assez peu. Ensuite, après la drogue, il y a la police. Que fait la police? Qu'est-ce que fait la police? Bah, elle fait son boulot, elle arrête. Puis elle fait bien son boulot parce que furimérogiste, c'est 50% de toxicomane. Après la police, il y a la prison. Alors la prison, bah, il y a beaucoup qui y sont allés, il y a beaucoup qui iront en prison, et puis il y en a qui font que ça, entrer, sortir. Et qu'est-ce qu'elle fait la prison? Bah, pas grand-chose. Au mieux, elle te renouvelle ton carnet d'adresse. Après, quand tu sors de prison, si ça va mieux, il y a le médecin. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il soigne. Et s'il prescrit du Subutex, bah, c'est encore mieux. Après, le médecin, il y a le psychiatre. C'est un peu le médecin, mais en plus méchant. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Calme. Et après, le psychiatre, bah, il y a nous, les intervenants en toxicomanie. Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, on fait ce qu'on peut. On les accompagne. Alors, on les accompagne, on les suit. Et des fois, bah, ça s'accélère un peu parce que ça va un petit peu vite et puis c'est plein d'imprévus. Il y a des gens qui me disent oh, moi je ferais pas ce boulot-là, c'est terrible et tout. Mais moi je trouve qu'il y a des boulots bien plus durs. Infirmière par exemple, c'est un boulot que je fais. En tous les cas, nous, ça c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Il y a vachement de rebondissements. Alors, faut que je vous dise un peu comment on en est arrivé là tous. Alors, au départ, il y a la loi du 31 décembre 1970. D'abord, je dois vous expliquer que le toxicomane, il n'a pas toujours été le jeune avec ses chiens. Il a été, au départ, c'était quelqu'un de très respectable. C'était, par exemple, le médecin qui manipulait la morphine. C'était, par exemple, le colonial, les gens qui étaient dans les colonies, qui voyaient passer l'opium et tout. Et là où ça a commencé à poser problème, c'est dans les années 70, parce que la jeunesse a commencé à se défoncer et à aimer ça. Donc, il a fallu quand même que le législateur se positionne. Et puis, ce qu'il y a eu
il y a eu un fait divers tragique en France à ce moment-là, en 1970. C'est qu'il y a une jeune femme qui est morte d'une overdose à Nice. Et donc, le soir du 31 décembre, parce que c'est la loi du 31 décembre 1970, le soir du 31 décembre, ils étaient donc une poignée de députés à l'Assemblée. Et ils ont voulu marquer le coup. Alors, ils ont pondu une loi très répressive. Parce que, en France, il n'y a pas beaucoup de pays comme en France où on interdit non seulement le trafic de stupéfiants, bien sûr, mais aussi l'usage à titre privé. Donc, en contrepartie, le législateur a voulu proposer ce qu'on appelle une alternative thérapeutique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on nous a créé, nous, les centres de soins spécialisés en toxicomanie. Parce que sinon, le toxicomane, où c'est qu'il pouvait aller à l'époque? Il pouvait aller qu'en psychiatrie. Et la psychiatrie n'aime pas le toxicomane. Parce que d'abord, le toxicomane, quand il est en psychiatrie, il fout la merde. Il dit « je suis pas fou ». Il crie très fort « je suis pas fou », il proteste. Il pique tout ce qu'il y a sur les champs parce qu'il n'a jamais assez de médoc. Il entraîne les autres malades et accessoirement il leur file de la cape. Donc il était ingérable. Alors la psychiatrie voulait pas du toxicomane, le toxicomane non plus, ça tombe très bien parce qu'il disait je suis pas fou. Donc nous on nous a créé là, on nous a mis là, on nous a dit vous êtes en première ligne. Voilà. Et depuis on s'occupe de... Ça a pas mal changé depuis, hein, mais bon, voilà, c'est une profession assez jeune, elle a à peu près 40 ans. Et puis, donc, pour que ça soit moins chiant, parce que c'est quand même un peu technique, il y a beaucoup de mots techniques, je vous propose de tirer des lettres, parce que j'ai fait un abécédaire un petit peu de... X. X, ça veut dire pas grand-chose, mais X, c'est le symbole de l'ecstasy, c'est comme ça qu'on l'écrit aussi, l'ecstasy. Alors, vous savez, l'ecstasy, c'est une des drogues, qu'on appelle ça drogue de synthèse, qui est née dans les années 80, un peu à l'époque du sida, d'ailleurs, où l'épidémie de sida a commencé. Et donc, l'ecstasy avait une super réputation, contrairement à ce qu'on appelle la CAM, c'est-à-dire l'héroïne, qui s'est pris un grand coup avec le sida. On en reparlera. Et donc, l'ecstasy, c'est vachement bien parce que c'est propre. C'est une drogue propre. C'est un joli petit comprimé où il y a un smile. Donc, ça mange pas de pain. Et puis, ça se gobe. Comme un médicament. Donc, en plus, c'est love, ça fait un effet love. Donc, l'ecstasy, ça a comme ça la réputation d'être relativement inoffensif. Sauf que des fois, quand même, ça peut déboucher sur des accidents parce que, comme c'est bon, on y prend goût. On peut y prendre goût. Et puis, alors, quand on va en teuf, on peut prendre de l'ecstasy, et puis après, on peut prendre, je sais pas moi, une ou deux coke, et puis après, on peut prendre un peu de kéta, et puis après, kétamine, et puis après, à un moment donné, il peut se faire que dans la descente des effets, on soit relativement pas bien, et à ce moment-là, on peut rencontrer des produits qui entraînent une dépendance assez rapide, comme la CAM, l'héroïne, justement. Parce qu'on ne commence pas la pompe dans le bras, ça c'est sûr. Donc, voilà, ça c'est pour l'ecstasy. C'est comme compliance. Alors la compliance, c'est le fait de... C'est un terme très médical
qui veut dire que on se plie à une ordonnance, enfin à une prescription, et qu'on n'en prend ni plus ni moins. Et ça fait rigoler les lacaniens d'ailleurs, le compliant. Mais bon, c'est important parce que quand même, alors le toxicomane, il n'est pas compliant. Parce que d'abord, il vient chez le Toubi, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il lui faut, parce que déjà, le toxico, c'est un labo ambulant, il faut le savoir. Parce qu'à force de consommer les produits, bah, il sait ce qu'il lui faut à telle heure, et avec, et pendant, et après, et pour monter, pour descendre, et ceci, cela. Donc il arrive, il dit, bon, je veux qu'on prescrive ça. Et le Toubi, comment donc Comme si, imaginez, vous allez chez Toubi, vous lui dites, bah moi il me faut du Specta ou du paracétamol. Bah, je vous en prie, je vous examine d'abord. Que lui, non. Il sait ce qui est bon pour lui. Puis alors, il prend pas les doses. Hein. Il prend pas les doses. Mais ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que il prend pas les doses qu'on lui prescrit, il boulotte, comme on dit nous. Il boulotte souvent son traitement. C'est-à-dire, il arrive, il dit « Ah ouais, tu peux pas me filer une ordo parce que j'ai boulotté tout mon traitement. » D'une semaine, enfin voilà. Ou alors, sens inverse, c'est que des fois, ils en ont tellement marre de prendre le traitement et ils en ont marre et ils voudraient que ça finisse et tout ça. Ils en ont tellement marre de leur traitement qu'ils peuvent aussi prendre demi-dose sans le dire au tout. Alors donc, c'est sûr que c'est des relations qui se passent pas forcément bien avec les médecins. Parce que le toxicomane est un patient impatient. Y, ça c'est pour rien. J'ai rien encore sur les S comme Subutex. Ça c'est tout un programme. Le Subutex, c'est donc quand il y a eu les années SIDA, où il a fallu mettre en place une politique de réduction des risques, c'est-à-dire distribuer du matériel stérile, notamment du matériel d'injection aux toxicomanes, et mettre en place les traitements de substitution. Donc la méthadone, dont on parlera, et le Subutex. Alors le Subutex, c'est une ordonnance à 28 jours, elle est disponible chez n'importe quel médecin en ville, et l'objectif, c'est que le toxicomane ne soit plus tout le temps dans cette alternance de monter, descendre, c'est-à-dire avoir des effets, être en manque, avoir des effets, être en manque, et puis courir après le produit. Donc ça veut dire que ça stabilise sa vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il sort du circuit de la délinquance et qu'il se rapproche du soin aussi. Donc c'était mettre la barre moins haut pour eux et c'était quand même vachement important. Alors le Subutex par contre, il a un gros défaut, c'est que le Subutex il existait avant d'exister, en fin de compte. Il faut que je vous explique ça. Avant d'exister, le Subutex il s'appelait le Temgesic et c'était un analgésique qui était prescrit donc dans le cadre de souffrances plus ou moins importantes par les médecins, qui quelquefois acceptaient de le prescrire aux toxicomanes. Et dans les années 95, le ministère de la Santé a décidé de mettre sur le marché du Temgesic haut dosage, avec un dosage plus élevé, qui va s'appeler le Subutex. Sauf que, à ce moment-là, sachant pertinemment que les toxicomanes en usent et en abusent, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? De l'amidon. Le ministère a-t-il pensé que les toxicomanes allaient arrêter d'injecter le Temgesic? En tous les cas, ils n'ont pas arrêté. Donc ce qui se passe, ce qu'on voit depuis ce temps-là, c'est qu'il y a des gens, il y a plein de toxicomanes qui injectent le Subutex et ça leur donne ce qu'on appelle des bras de Popeye. C'est-à-dire qu'ils ont des bras énormes parce qu'ils ont leur système veineux qui se bouche, ça peut faire des abcès. Et ça fait depuis 95, donc ça fait 15 ans que le ministère étudie le problème.
Voilà, donc les toxicomanes, pour plein de raisons, ils préfèrent la méthadone. Ils disent que le Subutex, ça leur fait pas d'effet. Ils trouvent que la méta, ils la sentent mieux passer. Et donc, la plupart des gens qui sont... enfin, beaucoup de gens qui sont sous Subutex réclament la méthadone, mais c'est quand même un traitement assez accessible et qui peut bien servir. Eux, c'est les experts. On a des experts, nous, en toxicologie. On a aussi des experts. Alors, je lisais récemment les actes d'un colloque qui s'est tenu justement en 1970, quelques mois avant le passage de la loi. Il y avait un colloque avec toute une brochette de sommités. Il y avait le professeur Monod. Il y avait le docteur Claude Olivenstein, certains s'en souviennent peut-être, c'était un peu le précurseur du soin aux toxicomanes en France, qui a fondé Marmottan. Il y avait le directeur d'Interpol, il y avait des ecclésiastiques, des biologistes, des tas de gens comme ça. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont tous, avec beaucoup de modestie, là, à examiner la question de pourquoi les jeunes se défoncent. Et leur colloque, il s'appelle « Ivresse chimique et crise de civilisation ». Et alors, ils se demandent mais, pourquoi cette flambée des usages de drogue là d'un coup. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que les jeunes contestent la société existante? Est-ce qu'il y a une fracture des générations? Est-ce que le législateur n'est pas un peu hypocrite quand même? Est-ce qu'il pense pas davantage aux intérêts de la société qu'à ceux de l'individu? Enfin, des questionnements réels et sérieux quand même. Et alors, sans arrêt, il disait mais nous, on est en plein doute de toute façon. On n'a pas de certitude. On veut qu'il y ait plus de crédit pour la recherche. Qui sont polis. Et puis, on veut, deuxième chose, privilégier l'éducation. Bon, ça, je dis rien. C'est à vous de vous faire une idée. Hein. Donc, en fait, c'était quand même, ils avaient beaucoup de questionnements et beaucoup de modestie par rapport à ce phénomène-là qui était avant tout pour eux un phénomène de société. Maintenant, si on prend un congrès en 2010, comme il y en a un qui va bientôt se passer, ça s'appelle Congrès international francophone d'addictologie comportementale, sous-titré Congrès médical et scientifique. Alors là, on se sent vachement plus en sécurité. Ah là, ils ont tout prévu. Ça, ils ont prévu la toxicomanie, ils ont prévu l'alcoolologie, les TCA, les troubles du comportement alimentaire, les addictions sectaires et sexuelles, les addictions au travail, les achats compulsifs, le sport, toutes ces sortes, ils ont tout prévu. Alors ils ont des tables rondes et ils ont même des symposiums satellites. Jamais vu ce mot-là. Ils ont un symposium satellite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Symposium satellite, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais il ne s'est pas déroulé encore. J'espère que je saurai d'ici la fin. Et donc voilà, quand on compare un petit peu les situations, on peut se poser des questions. Alors j'ai l'air j'ai l'air de au sujet des experts, mais c'est pas tout à fait le cas parce que ils peuvent être très utiles, les experts, et ils donnent des conseils très pragmatiques. Par exemple, si votre ado il a un score positif sur l'échelle des zinc en ce qui concerne l'extraversion, eh ben, il faudrait bien de vous méfier. Parce que ça veut dire qu'il va être probablement abuseur d'ecstasy.
surtout s'il est sensible aux sensations fortes, à la recherche de sensations fortes, ce qui tendrait à prouver qu'il a besoin d'une surstimulation de son système catécholaminergique. Et je ne vous parle pas des théories du vacuum et de l'hyperédonisme. Vous ne croyez pas? Je vous en parle tout de suite. Oui. En tous les cas, chose qui est sûre, c'est qu'avant ils n'avaient que des questions, maintenant on dirait qu'on n'a que des réponses. Alors l'expert il dit, on ne peut pas tout guérir, mais en tous les cas on peut tout traiter. Si. Ah, ça c'est le blanc. Ah, c'est la surprise, c'est pour la fin. M. Pardon. Faut que je me mette là. M, c'est la méthadone. La méthadone. Donne-moi la méthadone. La méthadone, alors, donc elle est arrivée en même temps que le Subutex dans les années SIDA. Et alors, c'est aussi un traitement de substitution, sauf qu'elle est très différente. D'abord, c'est un sirop, pour ne pas être injectable. Ensuite, elle a des prescriptions plus courtes, sur 14 jours et non pas 28 jours. Ensuite, il y a seulement, elle est beaucoup plus difficilement accessible. Il y a juste quelques milliers de places méthadone, comme on dit, en France. Alors qu'ensuite, le Subutex, n'importe quel médecin généraliste peut le prescrire. Là, il faut obligatoirement passer pour l'initialisation, le début du traitement, il faut passer par un centre de soins spécialisé ou par l'hôpital. Donc, ça embête pas mal de gens. Alors, forcément, du point de vue du toxicomane, ce qui est rare est cher. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la méthadone, donne-moi la méta, ça c'est vraiment le slogan parce que le Subutex, on nous dit souvent qu'il ne fait pas d'effet. Et donc les gens sont obligés d'attendre pas mal de temps parce qu'ils doivent rencontrer d'abord l'infirmier, ensuite ils doivent rencontrer le médecin plusieurs fois, après ils doivent être mis sur une liste d'attente. Et après seulement, ils vont accéder au programme méthadone et là, ils vont devoir venir tous les jours boire leur sirop devant l'infirmier pendant plusieurs mois avant de pouvoir être relayés sur un médecin de ville. Et ça se passe pas comme ça dans tous les pays d'ailleurs, parce qu'en Belgique, les frontaliers ont plus de chance, les frontaliers avec la Belgique, ils vont en Belgique et puis là directement, ils se font prescrire par n'importe quel médecin de la méthadone, allez savoir pourquoi. Là-bas, ça fonctionne de cette façon-là. Mais c'est que du coup, ça pose pas mal de problèmes parce que la méthadone a pris une aura considérable et tout le monde est victime un peu de ça. C'est-à-dire que, bon, le toxicomane réclame la méthadone et puis souvent il dit quand j'aurai la méthadone, ça ira mieux. Après, ça a contaminé un peu tout le monde. Alors, on a des collègues, nous, qui travaillent dans des conditions assez précaires avec en réduction des risques, c'est-à-dire qu'ils distribuent le matériel stérile. Et eux, ils sont face à des situations de détresse très importantes, avec des usagers qui sont vraiment dans des situations de grande précarité. Et pour eux, on est devenus les méchants, parce qu'on ne donne pas la méthadone. On ne la donne pas assez vite, parce qu'il faut suivre le protocole. Voilà, c'est ça. Il faut... ensuite, les financeurs. Les financeurs, ils nous demandent combien on a fait d'initialisation à la méthadone chaque année. Ils nous demandent combien de personnes on a traitées à la méthadone et ils s'en foutent à peu près de savoir comment on les traite, mais bon, combien de... Voilà. Jusqu'au conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, il est très optimiste. Il dit, voilà, toxicomane, là, ça c'est la file active, ça. Vous avez 680 personnes à file active, c'est très simple. Et vous les mettez là, à la méthadone,
Ensuite, hop, vous les envoyez chez le psychologue, et après, hop, ils sont guéris. Sauf que, gentiment, on dit, mais le toxicomane, c'est peut-être pas comme une boîte de conserve, que quand c'est un processus de production comme ça. C'est peut-être un peu plus compliqué. Et même à certains moments, on se demande si une partie de l'équipe n'en est pas venue à avoir un peu intégré cette chose-là, et on se demande si finalement le fait de détenir la méthadone n'est pas devenu un petit peu le nerf de la guerre, parce que ça couvre tout, et puis du coup l'aspect médical et l'aspect techniciste du soin, et il prend beaucoup les devants. Et puis nous on sait que une fois que le gars il est à la méthadone, tout commence, parce que là il va arrêter de courir après la cam, il va rentrer dans le RMI, et puis là ça y est, c'est le vide et l'ennui qui commence. Donc c'est bien là que le boulot commence, justement. RM. Pour un toxicomane, donc, il y a surtout deux cases à éviter, comme vous l'avez compris. C'est la case prison et la case hôpital. Donc on en a qui se font toute une affaire avec des noms répertoriés. Ils se font tout petits. Et alors Corinne, par exemple, c'est une comme ça. Corinne et son copain, ils sont comme ça. Ça fait 10 ans qu'ils viennent à la méta, ils viennent chercher leur méta, et puis ils font rien. Ils font rien de plus. Ils ont aucun statut. Ils n'ont pas réglé leurs papiers ni rien du tout, et ils n'ont aucun statut. Comme par exemple bénéficiaire du RMI, c'est un statut. Et non, ils n'ont rien fait comme ça. Ils sont non répertoriés. Puis un jour, Catherine, elle vient me voir, et puis elle me dit, ouais Laurence, ça y est, je veux m'inscrire au RMI. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça y est, t'as décidé? Elle me dit, bah oui, il me faut la CMU. Son bruit, je me dis, ah oui, les dents, ça coûte la peau du cul. Alors, je lui dis, vas-y, tu sais comment ça se passe, hein? Tu appelles, tu prends le téléphone, on prend rendez-vous CCAS, elle me dit, tu m'accompagnes? Oui, je t'accompagne, pas de problème. Et puis, elle prend le téléphone, elle donne son nom, son prénom, son adresse, et puis sa date de naissance. Puis là, au téléphone, la dame lui dit, mais comment ça se fait que vous demandez seulement le RMI maintenant? Vous avez bien plus de 25 ans. J'en ai marre de vendre du shit. Il y a eu un signe. Maintenant, avec le RSA, c'est un peu différent. Quoique j'ai assisté à une scène un peu bizarre avec une autre usagère du centre où on a été donc l'inscrire au RSA. Et puis il y avait une clause un peu bizarre à un moment donné où on lui a dit, bon, la personne, l'assistante sociale qui est en face de nous a dit, bon, vous savez, Martin Hirsch a voulu qu'on mette une clause, mais après, finalement, on a décidé de la retirer, mais enfin, elle est quand même inscrite encore, et cochez donc là, si vous ne voulez pas avoir de recours contre votre père. On a dit, mais c'est quoi ça? Eh bien, vous savez qu'il y a une loi de 1940 ou quelque chose comme ça qui est toujours en vigueur, comme quoi une personne peut se retourner contre ses parents si elle ne subviennent pas à ses besoins. Donc RSA, c'est pas RAS, hein, c'est affaire à suivre. P. P, c'est la prévention. La prévention, alors c'est très simple. Hein. Il n'y a qu'à aller voir les jeunes, et puis on va leur dire,
Prévention, c'est prévenir. Alors on va dire, les drogues, c'est pas bon, faut pas en prendre. Regardez, hein, les fumeurs par exemple. Moi, je n'ai pas été prévenue. Je ne dois pas fumer. C'est très simple. Figurez-vous qu'on a fait ça quand même pendant quelques années, hein, au début. On allait voir les jeunes dans les établissements scolaires, et puis on disait, la drogue c'est pas bien, faut pas en prendre. Alors les jeunes disaient, drogue, qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça fait? Oh non, ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on s'est rendu compte que tout faux. Tout faux, c'est ce qu'on appelle être contre-productif. Alors, on a vachement gambergé parce qu'il y en a quand même du monde sur la place de la prévention sida, la prévention des violences, la prévention en termes de conduite sexuelle. Enfin, il y a plein de préventions. Et donc, on a des experts aussi qui réfléchissent en prévention. En général, les meilleurs experts, ils sont plutôt canadiens. Souvent les meilleurs, les Canadiens. Ou belges ou suisses, mais pas les Français. Alors, nous, on est très friands de leur programme et puis on s'intéresse beaucoup à la question. Alors, on a une prévention qui est... qui est intéressante, qui s'appelle le développement des compétences psychosociales. Parce que, en fin de compte, alors les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est? Parce que, comme je vous dis, ça sert à rien d'aller dire aux jeunes, il ne faut pas prendre de drogue. Le mieux, ce serait que ça vienne d'eux-mêmes, et puis qu'ils n'aient pas besoin d'en prendre. Ou que du moins, ils n'aient pas besoin de trop s'attarder dans les drogues, même s'ils sont tentés d'en prendre à un certain moment. Parce qu'il ne faut pas trop se raconter d'histoire non plus. Alors, les compétences psychosociales, elles sont au nombre de 10, c'est défini par l'OMS, tout ça c'est très sérieux, hein, mais je ne vais pas vous les détailler, juste l'estime de soi. L'estime de soi, c'est simple, hein, moi je vous prouve par A plus B qu'un toxicomane ou un alcoolique, il n'a pas un pet d'estime de soi. Parce que ne pas pouvoir résister à quelque chose, ça aide pas à se sentir fort. Et puis quand on n'a pas une volonté opérante, voilà, on a une estime de soi, on aura des bâclettes. Donc, on va renforcer l'estime de soi. Sauf que l'idée est très intéressante, sauf que maintenant le travers, c'est qu'on se met à vendre de l'estime de soi au kilomètre des fois. Et des fois, c'est limite qu'on ne prend pas les jeunes, on dit « Allez, on va vous filer de l'estime de soi ». Mais vous en faites pas, il y a toujours des chefs d'établissement qui nous appellent et qui nous demandent de venir éteindre le feu. L'autre jour, comme ça, il y en a une proviseure d'établissement qui nous appelle, ma collègue et moi, puis elle dit « Oui, on a trouvé du cannabis dans la cour de l'école, il faut venir tout de suite la semaine prochaine. » On dit « Comment ?» D'abord, on ne peut pas venir la semaine prochaine, on n'a pas que ça à faire. Et puis ensuite, on a quand même quelques principes éthiques et on n'intervient pas comme ça. On ne va pas vacciner une classe de jeunes comme ça. Ça, c'est la vieille théorie hygiéniste. Et donc on ne fonctionne pas comme ça, on fonctionne avec des jeunes volontaires, sur des programmes à moyen terme, etc. etc. Oh, hystérique. Vous voulez qu'ils continuent à fumer, c'est ça que vous voulez? Alors il y en a quand même, des fois ça passe pas toujours. La prévention, ce qui est le plus difficile, moi je dis, c'est d'éduquer les partenaires. Ça met du temps. C'est la première chose. Donc voilà, alors nous, on est parti beaucoup sur le dialogue avec les jeunes parce qu'on se dit finalement, est-ce que finalement l'histoire, ce serait pas que ça n'arrange personne de donner la parole aux jeunes? On se demande ça des fois, entre nous. Sauf qu'il y a une exception en France, c'est la Vendée. La Vendée. Parce qu'en Vendée, si vous fumez un joint, finissez avec une pompe dans le bras. Parce qu'en Vendée, ils ont leurs propres équipes. Le Conseil général de Vendée a sa propre théorie. Vous savez, ce qu'on appelle la théorie de l'escalade.
vous fumez un pétard, le cannabis, et vous allez devenir toxicomane. C'est qui voit la neuf, voit la meuf. C'est le même principe. Et ça fait à peu près 30 ans, 35 ans que cette théorie-là est dépassée, tout le monde le sait. Mais le Conseil général de Vendée, il tient à ça, et puis donc il a ses propres troupes pour aller rencontrer des classes d'élèves. Et donc il y a un clip comme ça, où tu as une jeune, alors tout de suite tu la reconnais parce qu'elle a une capuche sur la tête dans le film. Et d'ailleurs tous ceux qui se droguent ont une capuche sur la tête, ils sont tous comme ça. Ça c'est très clair. Et puis alors la jeune, elle raconte que elle a commencé un jour, elle a commencé à fumer un joint, et puis après elle s'est séparée de tous ses copains. Après ses résultats scolaires, après ça finit très mal parce que elle a eu un accident de mobilette, elle a renversé quelqu'un qu'elle a blessé grièvement. Voilà. Et puis après il y a un expert qui intervient dans le clip. Et puis l'expert il dit, alors je rigole parce que c'est un expert qui est biophysicien à Houston, s'ils n'ont pas trouvé plus près. Et le mec il explique que le cannabis c'est très clair. Voilà, 10 premières minutes, euphorie. Ensuite, les 10 minutes suivantes, état dépresseur. Dépressif? Non, dépresseur. Et après, c'est la descente. Et alors là, la descente, les toxicomanes au cannabis sont obligés d'en reprendre à ce moment-là. Puis il dit, alors j'aime bien comment il présente la situation, parce qu'il dit 76% des jeunes se sont fait proposer du cannabis, mais quelle est donc cette drogue qui fait tant de ravages? Ça, les statistiques, c'est voilà, comme ça se passe en vote. Et puis, alors je vous épargne le reste, parce que le cancer du poumon, au lieu de l'avoir en 20 ans, tu vas l'avoir en 15 ans, etc. Mais nous on se dit, mais franchement, les jeunes, faudrait peut-être commencer par être crédibles. Si on veut entrer dans un dialogue avec eux. Alors j'ai eu l'idée, on a eu l'idée d'un clip, par exemple, pour entamer un dialogue avec les jeunes. Un clip assez rigolo, mais Pauline, elle n'est pas là pour le mettre. Pauline a disparu. Ça y est, le voilà. Hein? Ah, le voilà. C'est pour rire. Très sérieux. Voilà. Donc, en dernier, je voulais vous parler de la vocation. C'est toujours la vocation. Comment je suis arrivée là, moi? C'est à cause des dinosaures. Je vais vous expliquer. C'est parce que moi, au début, j'ai fait psycho du travail. Rien à voir. Et psycho du travail, vous savez, c'est par exemple pour travailler dans les directions de ressources humaines dans les entreprises. C'est pas trop mon truc. Sinon, on peut faire dans le conseil aux entreprises, mais ça a des aspects commerciaux qui, moi, m'allaient pas du tout. Donc j'ai fait un petit tour par la formation, et quand c'est devenu trop lucratif, on m'a acheté parce que je n'arrivais pas à faire rentrer des sous. Et j'ai essayé Psycho-AFPA. Je voulais essayer Psycho-AFPA. Vous savez, c'est le psychologue qui fait passer les tests pour rentrer en formation à la FPA, les formations de maçon, tout ça, plombier, tout ça. Et donc le Psycho-AFPA, il vous fait passer les tests psychotechniques. Et donc pour le recrutement, moi je devais passer les mêmes tests psychotechniques. Et puis il se trouve que j'avais passé une semaine chez ma frangine ici présente, dont le fils avait 5-6 ans.
Et il était complètement branché dinosaure. On mangeait du dinosaure matin, midi et soir, il dessinait des dinosaures partout, j'avais des dinosaures plein la tête. Et puis... Donc je suis arrivée, j'ai fait mes tests psychotechniques, les tests, les suites logiques de chiffres et tout ça. Bon, j'étais un peu lente, mais ça marchait. Et après, le test projectif. Alors, on vous donne une feuille blanche comme ça, et puis on vous dit, vous dessinez un humain, un minéral, un végétal, un animal, de l'eau, du feu. Et ça, les tests projectifs, j'avais étudié ça un petit peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Première idée, un animal préhistorique. Alors, moi, je voulais faire le... Ptérodactyle. Ptérodactyle. Mais j'arrivais pas, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à le faire, je gommais et tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Un vautour. Après, pour le feu, j'ai fait un incendie. Et pour l'eau, j'ai fait une rivière, signe de grande émotivité. Recalé, trop d'angoisse. Personne trop angoissée, impossible de devenir psychologue. Je connais bien. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée d'abord dans le travail social, puis dans le travail social en toxicomanie, qui me plaît bien, et où mon tempérament angoissé est beaucoup plus adapté. Et avant de vous remercier, je vous dirai, méfiez-vous des dinosaures.